Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez été très nombreux à me poser plein de questions sur les réseaux sociaux et aujourd'hui j'ai décidé d'y répondre en toute transparence. Cela va aussi bien de combien gagne un créateur de contenu, est-ce que ma vie actuelle est mieux ou moins bien que ma vie précédente, quelles sont mes futures perspectives d'investissement, est-ce que j'ai prévu de changer des choses, etc. Aujourd'hui je vous réponds en toute transparence et sans langue de bois, alors c'est parti. Penses-tu que la crypto-monnaie est encore un bon moyen pour faire du profit? Alors oui, clairement, je pense que toujours l'écosystème des crypto-monnaies et le terrain de jeu qu'il a à offrir est une formidable opportunité pour tenter de faire fructifier son investissement et de gagner de l'argent, même s'il est certain que ça va devenir de plus en plus difficile et de plus en plus compliqué. Parce que d'une part, le marché se professionnalise de plus en plus, et même si déjà avant c'était clairement un monde de requins, c'est d'une certaine façon de pire en pire. Et puis surtout, il y a aussi, je pense, une mauvaise image, ou en tout cas une image tronquée qui a été renvoyée de l'écosystème crypto. Et là, c'est peut-être en partie lié aux créateurs de contenu. Et donc là, je m'inclus directement dedans, dans le fait que les gens, l'énorme majorité des investisseurs crypto, ont pensé qu'il suffisait de placer les 100 euros qu'on a reçus à Noël de la part de mamie sur un projet X ou Y, que celui-ci allait taper son meilleur multiple et qu'on allait tous gagner beaucoup d'argent. Quand on regarde ce qui se passe réellement sur le marché des crypto-monnaies, il y a certes quelques gagnants qui vont parfois gagner beaucoup d'argent, et des fois même très rapidement, mais l'énorme majorité des investisseurs crypto, soit ils gagnent un petit peu, et donc clairement pas de quoi changer de vie, ou en tout cas ce qu'ils avaient imaginé. J'ai mis 100 euros, génial, j'ai 500 euros, c'est super, c'est un beau gain, c'est un x5 sur son investissement, mais ça va pas fondamentalement changer ma vie. Et même accessoirement, la plupart sont généralement en perte. Tout le jeu à l'heure actuelle, c'est d'essayer de se situer du bon côté de la barrière, et donc c'est-à-dire plutôt des personnes qui vont être dans les gagnants, même si les gains ne sont pas énormes, plutôt que du côté des perdants et de ceux qui vont se faire sortir par le marché. Est-ce que tu pourrais vivre de ton activité de créateur de contenu, ou as-tu besoin d'une source de revenus externe? Alors ça aussi, c'est une question qui revient très souvent, et c'est totalement logique, parce que c'est vrai que le monde des créateurs de contenu, notamment dans la crypto-monnaie, c'est un monde qui est relativement mal connu, et il y a énormément de personnes qui pensent qu'il y a des gens qui brassent énormément d'argent, et c'est probablement très vrai, mais il faut savoir que pour la très grande majorité des créateurs de contenu, c'est clairement pas la folie. Honnêtement, à l'heure actuelle, vraiment avec l'activité que j'ai, donc en prenant YouTube, Twitch et Twitter X, parce que ce sont les seuls qui payent actuellement, et là je parle pas du sponsoring, je parle vraiment de ce que ça paye, à l'heure actuelle, je ne pourrais absolument pas en vivre. Clairement, on parle, alors j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais à l'heure actuelle, vu en plus l'état du marché, comme on est payé au nombre de vues et qu'actuellement il y a beaucoup moins de vues parce que le marché est pas ouf, je dois réellement gagner probablement un truc genre 500 euros par mois. 500 euros par mois brut, encore une fois, donc vous retirez la moitié après imposition. Donc vous comprenez bien qu'avec 250 euros par mois, c'est totalement impossible d'en vivre, ne serait-ce même que de survivre. Et donc dans ce cas-là, effectivement, il vous faut une autre source de revenus sur le côté. Comme moi, je suis à temps plein dans la crypto-monnaie, c'est devenu mon business à temps plein, en fait, ma seule autre possibilité de source de revenus dans mon cas, c'est le sponsoring. Et donc là, effectivement, avec le sponsoring, il est possible d'en vivre. Dans mon cas, j'en vis pas trop mal, mais honnêtement, on est très loin de ce que certains imaginent. J'ai vu des gens qui imaginaient que pour un simple tweet, c'était 10 000 euros, etc. Bon, honnêtement, peut-être qu'il y en a qui vendent des tweets à 10 000 euros, mais on n'est absolument pas dans ce genre de tarif en ce qui me concerne. Et donc oui, avec le sponsoring, j'ai la possibilité de vivre de mon activité. Voilà. J'avais également le choix, donc comme on dit toujours, à un moment donné, quand vous êtes dans la création de contenu, vos sources de revenus, c'est soit le sponsoring, vous faites sponsoriser, soit vous vendez de la formation, vendez des formations ou autres, soit vous avez de l'affiliation, vous vivez sur base de l'affili, soit vous avez, je sais pas moi, des canaux privés, des vidéos privées exclusives ou autres, et donc vous pouvez effectivement comme ça générer de l'argent, enfin des rentrées d'argent supplémentaires. Dans mon cas, j'ai choisi le sponsoring, c'est pas la meilleure solution, c'est pas la pire, chacune des solutions a ses avantages et inconvénients, mais vraiment en tout cas à l'heure actuelle, à moins d'avoir des centaines de milliers, voire de millions d'abonnés, je pense pas qu'il est possible d'en vivre sans une activité sur le côté, ou en tout cas une autre source de revenus. Quelle serait ta stratégie si les indicateurs montrent que nous entrons en bear market? Au de 4 ans où tu vends et encaisses tes pertes pour racheter au plus bas?
Alors clairement, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs dans un des lives précédents, c'est si effectivement demain c'est le retour du bear market, selon moi, le cycle actuel est alors donc totalement terminé, il n'y a plus rien à attendre de celui-ci, et effectivement, la meilleure solution à ce moment-là, c'est de se séparer de l'intégralité de ses actifs, en gain comme en perte, et éventuellement, si on a toujours cette volonté de rester dans le marché, de racheter éventuellement plus bas lorsqu'on sera au fin fond du bear, sachant qu'effectivement le bear market c'est pas une bougie qui pique et puis qui remonte. On va généralement ranger dans le bas du tableau, donc dans le bas du graphique au niveau donc justement du bear market, et c'est dans cette zone-là qu'il faut acheter. Idéalement, si on se replace par exemple sur le cycle que l'on a actuellement, le bear market, on avait un Bitcoin qui oscillait entre 15 000 $ et 20 000 $. Ok, même si vous ne l'avez pas acheté pile à 15 000 $, à partir du moment où vous achetez dans cette zone-là, vous êtes probablement, enfin vous faites partie plutôt des personnes qui auront le plus de chances de réaliser des multiples par la suite. Donc clairement, dans mon cas, si demain on bascule en bear market, qu'on voit que le marché commence à s'effondrer, je dirais que la meilleure solution, c'est de se séparer absolument tout, parce que tout va se fracasser, tout va perdre de la valeur, et autant réinvestir beaucoup plus bas plutôt que de conserver son bag et de le regarder perdre de la valeur, quitte à même à ce que ça impacte l'aspect psychologique de l'investisseur. Ça, c'est probablement ce qu'il y a de plus difficile d'ailleurs. Bonjour, je serais intéressé sur ta morning routine, afin de savoir ce que tu suis pour être informé de ce qui se passe dans le monde merveilleux des cryptos. Alors, en ce qui concerne ma morning routine, il n'y a absolument rien de spectaculaire. Je ne vais pas prendre des bains glacés ou je fais pas de la folie, pas 10 heures de sport dès le matin. Non, non, clairement, c'est pas du tout ça, en tout cas, ma façon de faire. En dehors de mon activité privée, j'ai envie de dire, le matin, ce que je fais, c'est tout simplement, premièrement, de vérifier, comme j'ai des nodes et des machines qui tournent, de vérifier si tous ces composants sont encore en fonction, s'il n'y a pas eu des problèmes d'air démarrage ou autre. Et dans l'énorme majorité des cas, il n'y a absolument pas de problème, donc ça, c'est quelque chose qui me prend royalement 5 minutes. Et puis la suite, c'est tout simplement de me tenir informé de l'actualité de manière générale, l'actualité des crypto-monnaies, et pour ça, honnêtement, le meilleur réseau social qui existe, à mon humble avis, ça reste X, Twitter, là où on peut vraiment avoir l'information en continu. Ça va vraiment être de suivre un petit peu déjà tout ce qui va concerner la macroéconomie au niveau de l'écosystème crypto, donc qu'est-ce qui va se passer sur Bitcoin, sur Ethereum, etc. etc. Donc vraiment rester actif là-dessus, avoir vraiment une veille continue de ce qui se passe sur le marché, parce que clairement, encore une fois, c'est Bitcoin qui drive l'énorme majorité du marché. Et puis généralement, ce que je vais faire, c'est que je vais suivre les différents projets dans lesquels j'ai investi, voir s'il y a des nouveautés, des changements, des améliorations, etc., etc., des nouvelles applications, des nouvelles plateformes, un peu tout ça. Mon énorme avantage, c'est que comme je travaille à temps plein dans la crypto-monnaie, mon compte Twitter, mon compte X, il est ouvert quasiment, entre guillemets, toute la journée. Et donc, vraiment, dès qu'il y a une news, une info qui tombe, j'ai généralement ce gros avantage de pouvoir être très réactif à ce niveau-là. Aussi bien une bonne nouvelle qu'une mauvaise nouvelle. Et donc, en fait, ma morning routine, c'est pas vraiment quelque chose qui se contente du matin, mais en fait, c'est une veille que je fais tout au long de la journée. Ça passe également par des sites spécialisés au niveau de l'information, type Journal du Coin, Coin Academy, Cryptos, pour avoir des condensés, des résumés, etc., etc. Vous avez aussi des comptes Twitter comme CryptoGoku qui retweetent, qui partagent plutôt en continu de l'information. Bref, encore une fois, tout ça, ça passe en énorme majorité par Twitter, par X, et vraiment, pour être présent également sur d'autres réseaux sociaux, la qualité de l'information et la qualité du contenu sur X, sur Twitter, même s'il y a énormément de Twitter rage dessus, ça reste vraiment pour moi le must-have. Et donc voilà un petit peu ce que je fais. C'est plutôt une veille continue toute la journée, plutôt que uniquement le matin, je regarde ça, et puis je vois bien ce qui se passe. Une future rencontre avec des membres de la commu, tu y penses ? Alors, concernant les rencontres, on va dire que c'est un petit peu particulier, surtout lié aux récents événements d'enlèvement, de séquestration et autres. Avant tout ça, honnêtement, j'étais absolument pas contre le fait de rencontrer justement des membres de la communauté et autres. De nos jours, je le fais toujours, mais plutôt dans des salons, des endroits exprès pour cela. C'est vrai que par le passé, il arrivait qu'on aille boire un verre dans un café, on se retrouvait, etc., etc. C'était d'ailleurs super sympathique. Vu la conjoncture actuelle, vu ce qui est en train de se passer, pour le moment, je préfère privilégier les gros événements. Récemment, il y a eu Cryptoxer. Lors de ces événements, c'est vraiment un grand plaisir de discuter avec tout le monde. Je pense que les gens qui étaient présents lors de Cryptoxer pourront le confirmer. C'est toujours un plaisir de rencontrer les membres de la communauté, de discuter, d'échanger, etc. Justement, ça fait partie de mes plaisirs, entre guillemets, de pouvoir rencontrer et surtout de mettre des visages sur des pseudos. Donc ça, clairement, oui. Par contre, avoir des rencontres un peu plus intimistes où on se retrouve à quelques-uns dans un café, lors d'un truc ou autre, là, non, clairement, pour le moment, en tout cas, c'est plus du tout d'actualité en ce qui me concerne.
Super idée. Question, y a-t-il encore une place rentable pour le mining au niveau amateur? Alors honnêtement, c'est difficile de répondre à cette question tout simplement parce que le minage, ça va dépendre vraiment de la conjoncture du marché, de ce qui s'y passe. À l'heure actuelle, force est de constater que clairement, le minage de façon amateur n'a vraiment plus sa place. En tout cas, plus actuellement. On remarque qu'il y a quasiment plus de rentabilité, même en ayant des tarifs électriques préférentiels. Donc même avec ça, la rentabilité est pas folle. Hein, donc vous allez mettre un temps fou à amortir votre matos. On parle en années, alors qu'il y a encore pas si longtemps que ça, on parlait en mois. Ce qui manque vraiment, en tout cas à l'heure actuelle, pour que le minage amateur reprenne un peu le devant de la scène et soit de nouveau intéressant, c'est le fait d'avoir, comme à l'époque avec Ethereum, c'est-à-dire un très gros projet de crypto-monnaie qui puisse être miné avec des GPU, des processeurs, et que malgré un afflux très important de mineurs, eh bien on ait toujours de la rentabilité. Parce que c'est un petit peu ça le problème qu'on a eu en fait quand Ethereum a quitté le Proof of Work pour le Proof of Stake, c'est qu'il y a eu une masse énorme de mineurs qui ont débarqué sur des projets plus petits, et où donc ces projets-là, quand il n'y avait pas trop de mineurs, ça posait pas trop de problèmes, mais quand il y a eu un afflux de mineurs, et donc proportionnellement des personnes qui vont miner et vendre leur production en continu pour justement amortir leur matériel, eh bien malheureusement ces projets-là n'avaient pas les liquidités nécessaires que pour tenir. Donc pour moi, le minage amateur à l'heure actuelle, c'est clairement pas lu d'actualité. On a effectivement tout ce qui concerne le spec mining, mais est-ce qu'on peut parler dans ce cas-là de minage amateur, sachant que le but c'est de spéculer sur le fait que le projet en question pourrait prendre de la valeur? Je ne pense pas. Donc pour moi, le minage amateur, c'est vraiment un gars qui dit tiens, je vais miner la crypto-monnaie X avec mon PC, mes petites cartes graphiques, et ça va être rentable quoi qu'il arrive. Et donc pour moi, pour ça, il manque clairement un projet qui viendrait sortir du lot et qui permettrait, quoi qu'il arrive, hein, même avec un afflux massif de mineurs, de garder de la rentabilité. Donc pour la situation actuelle, non, clairement. Si un jour on avait de nouveau un projet qui parvenait à prendre le lead, un peu comme l'a fait Ethereum, là oui, clairement, pour moi, il y aurait un retour du minage amateur. Mais tant qu'on n'a pas ça, non, non, ça restera une affaire de professionnels dans des fermes de minage où on sait faire des économies d'échelle. Donc pas du tout ce qu'on peut retrouver chez un petit particulier, un petit amateur. Salut TK. Si tu avais 500 francs suisses au mois à investir, comment t'en servirais-tu? Alors celle-là, c'est une question qui est revenue très très souvent, avec bien entendu à des sommes différentes. Donc ici, pour l'exemple, je suis parti sur les 500 francs suisses, mais parfois c'était si tu avais 150 euros, 200 euros, 500 euros, etc., etc. Bon bref, de manière générale, à l'heure actuelle, si j'ai de l'argent de disponible à pouvoir être placé justement comme ça au niveau des investissements, qu'est-ce que j'en ferais? Alors premièrement, il faut savoir que, en ce qui me concerne, en tout cas à l'heure actuelle, je ne suis exposé que sur l'écosystème des crypto-monnaies. Donc c'est vrai qu'une première source qui pourrait être intéressante au niveau de la diversification, c'est de se dire, tiens, si j'ai une telle somme d'argent, pourquoi ne pas la répartir en plusieurs investissements totalement différents, avec par exemple de la crypto-monnaie, un bien de l'immobilier par exemple, et des ETF, des actions, des bourses, etc., etc. Bon, à l'heure actuelle, c'est pas mon cas, donc je vais parler uniquement de ce qui me concerne à l'heure actuelle. Donc effectivement, si j'avais 500 francs suisses ou on va dire 500 euros pour l'exemple, qu'est-ce que j'en ferais? Eh bien, honnêtement, vu l'état actuel du marché au moment où je tourne cette vidéo, clairement, cet argent, je l'investirais sous forme d'un DCA sur du Bitcoin. Parce qu'à l'heure actuelle, quand on voit que le marché est dans une position totalement indécise avec ce qui se passe notamment avec Donald Trump qui souffle le chaud et le froid sur le marché des cryptos et pour un oui ou pour un non provoque un pump ou un dump. À l'heure actuelle, voilà, si j'avais 500 euros, je pense que je les répartirais sur une forme de DCA sur Bitcoin. Donc imaginons 500 euros par mois, donc on va dire qu'il y a 4 semaines dans un mois, donc ça ferait 125 euros par semaine que j'investirais sur le Bitcoin sous forme d'un petit DCA. Donc tous les enfin une date fixe, par exemple, on va dire tous les mercredis. Je sais pas, tous les mercredis, j'achète pour 125 euros de Bitcoin. Et ce Bitcoin-là, c'est vraiment une phase d'accumulation. Donc le but, c'est pas d'acheter maintenant du Bitcoin et si demain il a pris 5 ou 10%, de le revendre. Non, non, ce serait pour le coup vraiment un investissement long terme. Donc pour moi, long terme, c'est plusieurs années, hein, c'est même pas un an. Ce serait idéalement 3 à 5 ans. Et dans 3 à 5 ans, on fait le point et on voit où on en est. Mais clairement, à l'heure actuelle, vu l'état du marché, je ne me vois pas investir ni sur les alts. Hein. On voit qu'à l'heure actuelle, de toute façon, Ethereum a complètement sous-performé le Bitcoin. Donc même la deuxième plus grosse crypto-monnaie sous-performe le Bitcoin. Donc clairement, à l'heure actuelle, je reste sur Bitcoin. Peu importe, j'ai envie de dire, la somme que j'aurai à investir. Par contre, il est certain que si j'avais une volonté de diversification, je pense que, de nouveau, par exemple, ces 500 euros, ces 500 francs suisses,
je les diviserai par exemple en deux, 250, 250, avec de nouveau alors 250 par exemple pour un DCA sur le Bitcoin tous les mois, et 250 par exemple dans les actions, la bourse, des ETF, etc. etc. Mais encore une fois, comme je ne suis pas sur ce type de marché, en tout cas pas à l'heure actuelle, difficile pour moi de vous donner un conseil sur quoi acheter, sachant que j'y connais pas grand-chose. Est-ce que tu gagnes mieux ta vie maintenant avec la crypto plutôt qu'avant lorsque tu étais employé? Alors, aussi dingue que ça puisse paraître, je pense que je gagne honnêtement moins bien ma vie actuellement que par le passé. Tout simplement parce que, encore une fois, hein, il ne faut pas confondre ce que la société possède et ce que moi-même je possède. À l'heure actuelle, tout simplement, hein, je me verse un salaire de plus ou moins 2000 euros par mois. Ce qui est absolument pas à se plaindre, hein. Je suis pas en train de dire que c'est pas une belle somme, mais en fait, je gagnais un peu plus, à peu de choses près, voire même un peu plus par le passé en tant que chimiste, par exemple. Et la grosse différence, c'est que en tant que chimiste, j'avais pas mal d'avantages. J'avais un 13e mois, j'avais les congés payés, plein de choses. Bon, bref, vous l'avez compris. J'avais beaucoup d'avantages. À l'heure actuelle, j'ai quasiment plus aucun avantage en tant que travailleur pour ma boîte. Et surtout, si on rapporte le salaire à l'horaire, en tout cas à la quantité de travail que je fais, honnêtement, je travaille beaucoup plus maintenant. Même si, comme je le dis toujours, hein, comme c'est du plaisir de faire, voilà, de tourner, etc. Là, j'ai pas l'impression de bosser, donc c'est moins pénible que par le passé. Mais vraiment, si je devais compter mes heures de la crypto versus mes heures en tant qu'employé par le passé, je travaille beaucoup plus à l'heure actuelle. Pour, on va dire, le même salaire, en fait, mon salaire horaire est beaucoup plus faible à l'heure actuelle. Donc voilà, mais honnêtement, encore une fois, hein, c'est pas pour m'en plaindre, mais je pense que je faisais des plus beaux horaires et je gagnais mieux ma vie avant. Par contre, comme je le dis encore une fois, à l'heure actuelle, j'ai pas spécialement l'impression de bosser, même si ça me prend du temps. Et donc ça, honnêtement, pour le coup, ça n'a absolument aucun prix. Je préfère même gagner un peu moins d'argent, mais vivre de ma passion, que d'en gagner plus et d'avoir par exemple un travail que j'aimerais pas. Donc là, vraiment, c'est absolument sans regret. Allez, juste une question en vite fait quand même. Utilises-tu de l'IA pour t'aider dans le montage de vidéos ou dans la crypto-monnaie? Alors, honnêtement, avant le tournage de cette vidéo, je t'aurais dit que non, je n'utilisais pas l'intelligence artificielle pour la création de mes vidéos. Mais bon, ici, justement, j'ai voulu tester pour la génération de voix, d'audio, pour justement la lecture des questions. Donc bon, voilà, là, c'est pour le coup une réelle grande première pour moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'utilise par contre l'intelligence artificielle pour l'amélioration des titres des vidéos YouTube. Donc là, ça fait, je pense, déjà pratiquement entre 4 et 6 mois, je ne sais plus exactement quand j'ai commencé, que tous les titres de vidéos YouTube que vous voyez, ce sont des titres qui ont été retravaillés par l'intelligence artificielle. Alors en ce qui me concerne, j'utilise Gemini, celle de Google, tout simplement parce qu'encore une fois, YouTube appartient à Google. Donc moi, je suis parti du principe que l'intelligence artificielle qui pourra le mieux m'aider au niveau des titres pour tout cela, ce serait celle qui serait liée indirectement à YouTube via Google. Donc moi, je l'utilise, j'en suis extrêmement content, extrêmement satisfait. Et donc voilà, c'est vrai que moi, généralement, soit je lui donne un titre, par exemple, que j'ai trouvé en lui demandant de l'améliorer, de l'optimiser, etc., etc., ou alors, très souvent, je lui décris ce que je vais faire dans la vidéo, j'explique un petit peu ce qui s'y passe, et de là, je lui demande de me trouver un titre percutant, accrocheur, qui respecte un certain nombre de caractères, etc., etc. D'ailleurs, le titre de la vidéo que vous êtes en train de voir aura, j'en suis certain, été retravaillé à l'intelligence artificielle pour justement l'optimiser, l'améliorer par rapport à ce que moi, j'aurais pu trouver. Par contre, honnêtement, en dehors de ça, et ici pour cette vidéo, là, du texte généré, je n'utilise pas l'intelligence artificielle. Les scripts de mes vidéos, je les fais moi-même. Elles sont basées sur mes connaissances. Lorsque j'écris des tweets, des posts sur les réseaux ou autres, c'est vraiment de ma propre constitution. À la limite, quand il y a vraiment, par exemple, un point que je ne comprends pas, que je ne connais pas, ça peut arriver que j'utilise l'intelligence artificielle pour m'aider là-dedans, mais il n'y a pas une intervention de celle-ci dans la création du script, quoi. C'est vraiment pour m'expliquer, par exemple, quelque chose, pour que moi je le retranscrive à l'écran, mais ça se limite à ça. Par contre, vraiment, pour l'utilisation que j'en ai, ça reste effectivement un outil qui est complètement formidable et j'en suis plus que satisfait. Peux-tu nous donner la liste des sites ou applis incontournables que tu utilises pour t'informer sur la crypto et les projets? Alors comme je le disais dans une question précédente, vraiment l'outil numéro 1 que j'utilise pour me tenir informé de l'actualité des crypto-monnaies, ça reste X, Twitter, via certains comptes justement d'actualité qui retranscrivent énormément de choses.
À côté de ça, j'utilise, je vous le disais, justement des sites d'actualité francophones, donc type Journal du Coin, Cryptos, Coin Academy, etc., etc. J'en utilise également du côté américain, enfin anglais en tout cas, avec Cointelegraph. Je regarde beaucoup l'actualité aussi du côté des créateurs de contenu anglophones, parce que généralement, je ne vais pas dire qu'ils ont un temps d'avance, mais c'est un peu eux, entre guillemets, qui vont décider des prochaines tendances. Je ne sais pas si je l'explique bien. Sinon également, tout ce qui va concerner CoinGecko, CoinMarketCap, donc pour le suivi vraiment de l'actualité, parce qu'ils ont également des news et des articles réalisés là-dessus, donc que j'utilise également. En dehors de cela, je vous dis vraiment, également j'utilise aussi beaucoup Bitcoin Talk, le forum de référence où on peut avoir beaucoup d'informations, surtout de l'information très technique, très détaillée, notamment dans l'analyse de white paper et autres, donc de tokenomics, etc., etc. Mais sinon, c'est vrai que l'entièreté de l'information, j'ai envie de dire au quotidien, si ce n'est des fois quelques points précis, je la retrouve sur X, sur Twitter, pour me tenir informé de tout ce qui se passe. Si j'ai une idée de business qui peut t'intéresser, comment je te la soumets? Alors pour le coup, je pense que le plus simple, c'est de me contacter directement via mes réseaux sociaux, en message privé, donc que ce soit encore une fois sur Twitter, Instagram, YouTube. Sur YouTube, vous retrouvez également mon adresse mail professionnelle. Je ne l'affiche jamais pour éviter de me faire spam par les bots, mais vous pouvez la retrouver sans problème dans la description de la chaîne. Et je pense que si vous avez quelque chose à me soumettre, à me proposer ou autre, c'est vraiment la façon la plus simple et la plus efficace pour que justement je puisse prendre connaissance de ça et que je puisse vous répondre. Salut TK, tu as commencé avec le mining et puis tu as dû t'adapter et quitter cette activité. Comment tu l'as vécu? Tu te concentres sur quelle activité maintenant? Comment tu sens vis-à-vis du monde crypto aujourd'hui? Au plaisir! Alors, il faut savoir que le monde du minage ne l'ai pas totalement quitté. Donc, c'est vrai que j'en fais beaucoup moins que par le passé. J'en parle pratiquement plus sur ma chaîne, tout simplement parce que à l'heure actuelle, j'ai pas grand-chose à dire dessus puisqu'il se passe pas énormément de choses. Mais c'est vrai que lorsque j'ai commencé à réduire mes capacités et autres, c'est vrai que j'ai eu un petit pincement au cœur parce que ça faisait partie effectivement de mes premiers amours, etc., etc. Ce que j'aime bien en tout cas dans ma façon d'avoir procédé là-dessus, c'est que j'étais très focus sur le minage, vraiment, qui était une particularité très spécifique du minage, enfin du monde pardon de la crypto. Et puis j'ai pris du recul, j'ai dézoomé et je me suis justement intéressé à d'autres choses, ce qui fait que maintenant je suis plutôt quelqu'un de généraliste avec effectivement des spécificités un peu plus techniques dans certains domaines, de par justement les connaissances que j'ai acquises sur le minage, sur les nodes, le staking, etc., etc. Mais c'est vrai que ça fait partie de l'évolution de mon profil et de ma propre personne. Après, je pense que de manière générale, rester absolument borné et focus sur un seul point de l'écosystème crypto, quand on sait tout ce qui se passe à côté, c'est un peu dommage parce qu'il y a des révolutions qui se font un peu dans tous les coins, dans tous les sens. Et donc, rester focus là-dessus, je trouve que ce serait un peu dommage. Personnellement, je ne regrette absolument pas ce mouvement. D'ailleurs, au final, comme je disais, je garde toujours un pied dans le minage, je reste toujours en contact avec des fermes de minage installées un peu partout sur la planète, je reste beaucoup en contact avec les gars de chez Blob, avec qui j'ai une relation très particulière pour le coup, on s'entend super bien, et donc voilà, donc je me tiens toujours informé, je suis toujours au courant de ce qui se passe, c'est toujours un sujet que j'apprécie, je continue à suivre les sorties des nouvelles machines, les optimisations, les hash rates, les nouveautés, etc., etc. Mais c'est vrai en tout cas que de mon point de vue créateur de contenu, c'est quelque chose que je mets beaucoup moins en avant que par le passé. Et donc, comme je le disais, l'activité que j'ai actuellement, c'est vraiment quelque chose de plutôt généraliste, avec un profil plutôt type investisseur, donc je suis pas encore une fois trader, c'est vraiment de l'investissement, investissement long terme, donc encore une fois sur plusieurs années, avec des mécanismes un peu différents. Donc effectivement, ça reste toujours des domaines un peu techniques. C'est vrai que moi, je suis pas quelqu'un qui va aller investir, par exemple, dans les mêmes coins, et peut-être, encore une fois, passer à côté de choses extraordinaires. Je me focus plutôt sur la tech. On a bien vu que des fois, ça n'a pas énormément d'importance et mieux vaut des fois privilégier le marketing. J'ai toujours une très grosse connaissance au niveau de l'analyse fondamentale, puisque c'est un peu la base en ce qui concerne justement l'analyse des projets pour le minage. Donc ça, c'est un peu ma force à ce niveau-là, c'est que j'ai encore cette possibilité d'analyser très en détail le fonctionnement de projet, voir s'il y a des red flags, des problèmes, etc., etc. Donc voilà, c'est plutôt maintenant un profil plus généraliste, et je le vis honnêtement, encore une fois, très très bien. Salut TK, penses-tu à t'expatrier? Si oui, à quel pays tu penses? Alors, j'en ai déjà parlé, mais c'est vrai que j'avais pas spécialement de volonté de m'expatrier. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est pas quelque chose qui m'a traversé l'esprit.
j'ai 35 ans, je suis extrêmement bien installé dans ma vie, et c'est vrai que de voir tout repartir de zéro, tout reconstruire ailleurs, c'est vrai que dans mon cas, ça fait un peu peur. Je pense que si j'avais eu 15 ans de moins, donc que j'avais une vingtaine d'années, je pense que l'expatriation aurait été probablement beaucoup plus simple. Donc voilà, à l'heure actuelle, c'est pas prévu. Maintenant, si un jour je devais m'expatrier, il faut savoir que moi, je suis mais alors plus que passionné par les États-Unis. Je m'y rends pratiquement chaque année pour les vacances. Et c'est vrai que si je devais partir et changer de vie complètement, j'aimerais autant aller dans un pays qui m'intéresse et qui me hype d'une certaine façon. Même si effectivement, là pour le coup, il n'y aurait probablement pas d'avantages fiscaux ou autres, hein. Donc ce serait de l'expatriation pour changer de vie et vivre un rêve d'une certaine façon, plutôt que se dire génial, je vais choisir ce pays-là parce que la fiscalité est à zéro, il y a des avantages X ou Y. Donc là vraiment, dans mon cas, ce serait une expatriation pour me faire plaisir et vivre ce rêve que j'ai depuis tout petit, plutôt que vraiment se dire je vais essayer d'optimiser ma fiscalité. Donc ce serait une expatriation dans ce cas-là. Mais honnêtement, à l'heure actuelle, et surtout quand on voit l'état du marché actuellement, c'est pas du tout prévu, en tout cas c'est pas dans mes plans. Quel est le projet dont tu as déjà parlé ou que tu as conseillé, mais qui, avec le recul, s'est mal terminé au point que tu regrettes d'en avoir parlé? Alors pour le coup, c'est une super bonne question, et j'avoue que là, en tout cas, le seul projet où vraiment j'ai eu des regrets et qui me vient comme ça en tête, alors que c'est pas spécialement un mauvais projet, mais ce serait par exemple le projet Cadena. Cadena parce que pour le coup c'était vraiment un projet sur lequel, en tout cas pour ceux qui me suivaient à l'époque, j'avais misé énormément, hein. C'était de nouveau un layer one en proof of work avec des smart contracts, il y a du sharding, etc. Donc normalement ça doit vous faire penser à un autre projet que j'affectionne particulièrement. Et donc là vraiment j'avais, en tout cas quand je l'avais analysé, j'avais vraiment l'impression d'avoir déniché la perle rare, hein, ce qui était pour moi le projet idéal. J'en ai parlé parce que, encore une fois, hein, quand je vous fais des vidéos, je vous parle de choses qui me plaisent, je vous parle de ce qui m'intéresse. Si je vous fais pas des vidéos sur, par exemple, Hyperliquid, c'est parce que je ne me suis jamais intéressé à Hyperliquid. Par contre, si je vous fais des vidéos sur Alephium, sur Flux, sur, je sais pas moi, des projets de crypto, etc., Morpheus Network, Streamer Data, etc., c'est parce que c'est des projets qui me parlent. Et donc là, pour le coup, vraiment, Cadena, c'était un projet qui me parlait énormément. Pour moi, c'était vraiment un top project. J'avais vraiment poncé le truc à fond, je m'étais vraiment investi dedans, j'avais investi personnellement au niveau de l'argent, mais voilà, j'avais fait des vidéos tutos, des explications, plein de trucs. Et au final, malheureusement, ça a été un pétard mouillé parce qu'il y avait un truc que j'avais malheureusement pas du tout envisagé. C'est que la team allait être, alors entre guillemets, foireuse dans le sens où la team était vendue comme des anciens de la finance traditionnelle, de chez JP Morgan, etc., donc qui avaient des relations, qui avaient des contacts dans les grandes institutions, ce que je ne pouvais que croire sur parole, puisque les gars, on avait vraiment leur CV, etc., donc tout semblait coller. Mais au final, oui, ok, c'est des anciens de chez JP Morgan et tout, mais ça n'a pas été la folie. Et donc là, c'est vrai que je regrette. Alors, je regrette pas spécialement d'en avoir parlé, parce qu'au final, j'en ai parlé comme j'ai parlé de plein de projets, des projets qui ont réussi, mais également des projets qui sont malheureusement complètement vautrés. Mais plutôt parce que voilà, j'ai eu l'impression de m'être fait un peu duper, et que indirectement, comme j'avais l'impression de m'être fait duper, et que j'en ai parlé à la communauté, parce qu'encore une fois, c'était un truc qui me plaisait, j'ai l'impression que j'ai un peu participé à cette duperie. Et c'est pour ça que je regrette d'en avoir parlé. Est-ce que, après coup, tu ne regrettes pas d'avoir mis autant d'argent dans une voiture qui va automatiquement perdre de sa valeur au lieu de l'investir? Attention, sans parler du fait de se faire plaisir, sinon c'est pas drôle. Alors là, c'est vrai que c'est une excellente question, je m'y attendais pas. Mais pour le coup, non, il n'y a absolument aucun regret, parce que la voiture étant une voiture de société, c'est pas de mon argent avec lequel j'aurais pu potentiellement investir. C'est de l'argent qui appartient à la boîte. C'est quelque chose d'ailleurs que les gens ont parfois du mal à comprendre, que l'argent de la boîte, c'est pas l'argent qu'on a dans notre portefeuille ou sur notre compte bancaire. Si vous prenez de l'argent de la boîte pour vous payer des trucs directement sur pour votre propre profit, vous allez avoir des gros problèmes avec le fisc. Donc encore une fois, ne pas confondre la poche de la boîte avec sa propre poche. Et donc dans ce cas-là, effectivement, non, du tout, j'ai absolument aucun regret avec ça, parce que j'aurais absolument pas pu utiliser mes fonds propres pour acheter ce type de véhicule. Hello TK, globalement, quel est ton contrat avec Alephium? Merci. Alors pour le coup, le contrat, il est extrêmement simple. C'est le simple fait justement de parler du projet comme je le faisais en fait exactement auparavant.
Donc en réalité, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, si vous voulez, donc moi j'étais intéressé par le projet Alephium quasiment dès son début, hein, j'en ai parlé très très tôt du projet. C'est un projet dans lequel j'ai investi personnellement, qui m'a intéressé, j'ai creusé, bon bref, je vous fais pas le topo. Et donc c'était un projet pour lequel j'aimais en parler, parce que vraiment c'est un projet dans lequel j'ai énormément de conviction. Et encore une fois, même à l'heure actuelle, vu le prix qu'il a actuellement, je reste vraiment convaincu par le projet. Et un jour, je me souviens avoir vu justement sur Twitter que la team derrière le projet Alephium cherchait des ambassadeurs dans différentes langues pour parler du projet. Et en fait, je me suis dit, tiens, est-ce que je postulerais pas pour ce poste, sachant que déjà de base, je parle du projet, j'en parle parce que c'est un projet dans lequel j'ai confiance, qui m'intéresse, etc., etc. Et donc, en fait, j'ai tout simplement postulé, j'ai été sélectionné parmi d'autres, hein, je n'étais pas le seul, il y a d'autres francophones qui ont été également sélectionnés pour parler du projet. Et donc, voilà un petit peu le deal que j'ai avec. Donc, il y a même pas, j'ai envie de dire, il n'y a même pas une clause qui dit ah tu dois faire X posts par semaine, tu dois mettre ça en avant ou plutôt ça, etc., etc. En fait, c'est tout simplement quand j'ai envie de parler du projet Alephium, j'en parle. S'il n'y a pas de nouveautés ou autre, j'en parle pas. Voilà, quand il y a des grosses nouveautés, j'en parle. Et de toute façon, j'en aurais parlé moi-même parce qu'encore une fois, le projet m'intéresse. Et donc voilà, c'est un peu le deal que j'ai avec eux. Et en échange de ce programme ambassadeur, hein, donc pour être transparent avec vous, on est rémunéré sous forme de half. Hein, donc on reçoit un petit tips en half qui pour le coup, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, est entre guillemets proportionnellement très faible quand on voit notamment par exemple ce que je pourrais moi personnellement demander pour un sponsoring ou autre classique. Mais encore une fois, là, la volonté, c'est pas spécialement de se faire de l'argent avec le projet, mais tout simplement parce que personnellement, je crois énormément dans le projet et que quoi qu'il arrive, j'en aurais parlé parce que c'est encore une fois quelque chose qui m'intéresse. J'insiste là-dessus, mais quand je vous fais une vidéo, un tweet ou autre et que je vous parle d'un truc, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je vous parle pas de trucs qui m'intéressent pas juste parce que ça coche des mots de SEO, parce que c'est le truc tendance du moment. Hein. Vous voyez, il y a eu plein de trucs tendance, les mêmes coins, les agents AI, je sais pas, il y a eu plein de trucs, et pourtant j'ai pas surfé la vague, tout simplement parce que c'était des trucs qui m'intéressaient pas et j'en ai pas parlé. Par contre, encore une fois, quand il y a des trucs qui m'intéressent, j'en parle et ça se retrouve sous forme de tweets, sous forme de vidéos, etc., etc. Quel est ton métier ou était ton métier de prédilection? Quel domaine si tu préfères? Alors ça, j'en ai déjà pas mal parlé. De base, je suis chimiste. Hein. J'ai fait quasiment 10 ans de chimie dans une boîte ici en Belgique où je travaillais justement dans le département de la recherche, amélioration continue, etc., etc. Si par contre, demain, je devais retrouver un emploi, hein, imaginons demain, j'arrête l'activité YouTube, etc., la crypto, et je dois retrouver un job, honnêtement, je pense que je ne retournerai pas dans la chimie. Pas parce que j'aime pas, honnêtement c'est un domaine que j'aimais énormément, mais vu le système dans lequel je suis, donc vous voyez où on a un contact avec les gens, même si ici c'est un contact virtuel hein, au travers de ça, mais quand on se voit lors d'événements, voilà, c'est quelque chose que j'affectionne, etc., etc. Je pense que si demain je devais retrouver un job classique, je me tournerais plutôt vers un travail justement en lien avec la relation client, etc., etc. Et honnêtement, un truc qui me plairait bien, maintenant je ne l'ai jamais fait, hein, donc c'est vraiment sur base de ce que je connais et ce que je fais actuellement, je me verrais bien comme vendeur de bagnoles dans un garage. Alors bon, si c'est possible, plutôt, alors pas spécialement des bagnoles, pas spécialement des Ferrari, des Lamborghini, mais c'est vrai que si je pouvais être chez BMW, Audi ou Mercedes, plutôt que chez Dacia, pourquoi pas, hein, tant qu'à faire. Mais honnêtement, je me vois bien avec la relation client, le fait de discuter avec les gens. En plus, de manière générale, j'aime bien les bagnoles, donc quitte à, encore une fois, allier le travail avec le plaisir, tant qu'à faire. Et c'est vrai que ça me semblerait une bonne reconversion si jamais un jour je devais complètement lâcher. D'ailleurs, si jamais vous avez un garage hein, et que vous êtes peut-être à la recherche de quelqu'un, peut-être que je postulerai hein, une candidature un jour, on ne sait jamais. Donc voilà, sachez en tout cas que c'est vers ce genre de choses que je me dirigerai si un jour je devais arrêter cette activité. Mais honnêtement, en tout cas, à l'heure actuelle, c'est pas du tout d'actualité parce que honnêtement, je kiffe trop faire ce que je fais actuellement. Quel levier t'a le plus permis de grandir en tant que créateur de contenu? Comment trouves-tu tes contrats de sponsoring? Alors, je ne sais pas si on peut vraiment parler de levier d'une certaine façon, mais en fait, c'est le fait de faire des vidéos, donc de partager ce que j'aime, quoi qu'il arrive. Je pense que vous l'avez vu, hein, il y a des vidéos des fois qui font plus de vues, des vidéos qui font moins de vues, des fois je traite de sujets d'actualité, des fois au contraire pas du tout. Et en fait, c'est le fait que moi, quand j'ai d'ailleurs commencé ma chaîne YouTube,
j'avais pas la volonté d'en vivre, de créer un business autour de ça, etc., etc. Moi, mon seul plaisir au début, c'était de partager du contenu facilement avec des gens qui partagent les mêmes plaisirs, les mêmes opinions que moi, et c'était vraiment ça. Et donc, à l'heure actuelle, bah, c'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire que comme je vous le disais encore une fois, mais quand je fais une vidéo, c'est sur un sujet qui me plaît, c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec vous, et en fait, c'est justement peut-être ce côté un peu insouciance, alors que c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire, qui m'a poussé justement à grandir à ce niveau-là. Après, il est certain que vraiment, au niveau de ce qui a été, pour des cas pratiques, bah, il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus simple que d'être mis en avant, mis en valeur par d'autres créateurs de contenu, si possible des créateurs plus gros, hein. Je veux dire, il est certain que si demain vous êtes un petit créateur de contenu et que Owen Asher, par exemple, repartage une de vos vidéos, un de vos tweets, un de vos articles, que sais-je, bah, effectivement, ça va vous faire un boost de visibilité énorme que si vous n'aviez absolument rien eu. Donc ça, c'est pour la première partie de ta question. Et la deuxième, au niveau des sponsoring, il faut savoir que avant, en tout cas il y a très longtemps, donc quand j'étais encore une toute petite chaîne, c'est moi qui essayais de démarcher les gens justement pour les sponsors et autres. Et honnêtement, c'était une vraie galère parce que les sociétés n'ont pas du tout l'habitude de bosser comme ça. En fait, c'est le contraire maintenant. Donc, c'est les sociétés qui viennent me trouver. Alors, ça peut être soit directement les projets en question. Hein. Vous pouvez être directement contacté, par exemple, je sais pas, bon, par Binance qui vous dit tiens, on voudrait faire une mise en avant de ça, etc., etc. Ou alors, et c'est généralement comme ça que ça se passe dans l'énorme majorité des cas, vous avez maintenant des agences de marketing qui sont justement l'intermédiaire entre les créateurs de contenu et de manière générale les grosses plateformes. Et très très souvent, en fait, elles ont des... Alors j'imagine que ça fonctionne comme ça, mais elles ont des books avec les différents créateurs de contenu, leurs forces, leurs faiblesses, les tarifs proposés, etc., etc. Et en gros, bah, le projet, il vient et dit, ok, je veux un mec qui est très fort sur la technique, un gars qui est très doué sur l'analyse technique, par exemple, l'analyse graphique. Et donc on dit, ah bah écoute, si tu veux une personne, ce serait lui, lui ou lui. Voilà les tarifs, etc., etc. Donc de nos jours, maintenant, moi vraiment, je dirais que la quasi-totalité des sponsorings que j'ai, je les fais par des agences de marketing qui sont l'intermédiaire à ce niveau-là. Ça m'arrive encore de temps en temps de traiter directement avec les projets. Hein. Par exemple, Alephium, pour le coup, c'était un bon exemple. Alephium, j'ai directement traité avec le projet, mais ça se fait de plus en plus rare. Comment t'es-tu formé à la crypto? Viens-tu de la finance? Quelle est ta formation? Alors non, pas du tout. Hein. Je viens pas du tout du monde de la finance. Encore une fois, j'ai dit, je suis chimiste de formation. Alors c'est vrai que j'ai quand même une affinité donc pour les mathématiques, les sciences, l'analyse. C'est certain que je pense que ça, c'est un avantage non négligeable. Mais en fait, je me suis formé comme la plupart d'entre vous. C'est-à-dire que je me suis formé sur le tas. Sachant qu'en plus, moi, quand j'ai commencé, encore une fois, en 2016, il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas de beaux textes, de beaux articles mis en français. La plupart des choses, c'était de l'anglais technique. Donc vraiment, j'ai appris sur le tas. Je continue d'ailleurs à apprendre parce que, bah, en fait, la crypto, ça se renouvelle sans cesse et donc continuellement, tu apprends de nouvelles choses. Donc de ce côté-là, vraiment, c'est un parcours continu d'une certaine façon. Voilà, je dirais que mon avantage, c'était le côté d'être à l'aise avec les chiffres, avec l'analyse et autres. Ça, c'est vrai que c'est un gros avantage. Et puis, j'en parle de temps en temps. Alors, vous pouvez le prendre sur le ton de l'humour ou autre, mais je pense que ça a son importance. Accessoirement, au niveau des jeux vidéo, moi j'ai toujours été passionné par les jeux, vous savez, de stratégie, de gestion, de construction et autres. Typiquement les SimCity, les City Builder, tout ça. Donc où on doit apprendre justement à gérer un budget, équilibrer les comptes, etc., etc. Et même si ça peut effectivement, là dit comme ça peut prêter à sourire. Je pense que avoir baigné continuellement justement dans ces graphiques, ces chiffres, ces rentabilités, ça a eu également un petit impact sur ma façon de faire les choses. Donc voilà, je pense que de ce côté-là, je m'en sors pas trop mal, sachant qu'encore une fois, j'ai, comme tout le monde, appris sur le tas et appris sur le net en suivant des vidéos tutos, des articles d'explication, etc., etc. Quelles sont tes perspectives si tu parviens, make it, durant ce cycle? Alors honnêtement, si je parviens à mes kits, je pense que je ne change pas grand-chose, en tout cas à ce que je fais à l'heure actuelle. La seule chose, je pense que c'est que je réduirai la quantité de boulot que je me fixe. Hein. Comme je vous le disais dans une question précédente, je bosse énormément, hein, vraiment, je compte pas mes heures. Encore une fois, je m'en plains pas, hein, c'est pas ça. Mais je pense que là, c'est vrai que je sors par exemple une vidéo par semaine, je fais 1 à 2 lives par semaine. Bah, c'est vrai que si je parvenais à mes kits, je ferais peut-être une vidéo toutes les 2 semaines, une vidéo toutes les 3 semaines, et un live de temps en temps, etc., etc. Parce qu'encore une fois, comme ça me plaît vraiment de faire ce truc-là, bah, voilà, c'est clair que
que j'en profiterai. Mais il est clair que j'aime aussi beaucoup voyager, profiter de la vie, faire plein de choses. Donc des choses qui, si je suis en train de bosser, même si c'est quelque chose qui me plaît, ne me permettent pas d'en profiter. Donc je pense que si je venais à Make It, ce serait ça. C'est-à-dire que j'essaierais de m'octroyer plus de temps pour moi, sans pour autant renier ou réduire en tout cas ce que j'aime sur le côté. Donc voilà, ce serait probablement une réduction de mon temps de travail, mais je continuerai à faire des vidéos, je continuerai à faire des lives, parce que vraiment c'est quelque chose qui me plaît. Mais bon, c'est vrai que si je peux faire ça, comme je le dis toujours, hein, avec les doigts de pied dans du sable chaud sur une île dans le Pacifique, on va pas s'en plaindre. Quelle carte crypto utilises-tu? Ça, c'est une très très bonne question. À l'heure actuelle, donc moi je n'ai que 2 cartes crypto, hein, j'ai la crypto.com et celle de chez Van Celian ex Rain. Et à l'heure actuelle, c'est vraiment quelque chose que je n'utilise plus du tout parce que ça ne répond plus à mes besoins, à mes attentes au niveau du fonctionnement de ce que j'ai, notamment avec ma société, etc., etc. Donc pour le coup, ça n'a plus vraiment d'intérêt en ce qui me concerne, surtout que la plupart des avantages pour ces différentes cartes ont été retirés. Je dis pas, hein, si demain il y avait de nouveau des trucs très attractifs, pourquoi pas est-ce que j'y retournerais, mais vraiment à l'heure actuelle, c'est absolument plus une priorité et un intérêt pour moi. Est-ce que tu es aussi dans le domaine des actions ETF et qu'en penses-tu? Alors j'en ai parlé un peu plus tôt, donc non, hein, je ne suis absolument pas dans les actions, les ETF, etc., etc. Mais ça ferait également partie pour une complément de réponse à la question, hein, si tu parvenais à Make It, je vous l'ai dit, hein, je suis uniquement exposé dans la crypto-monnaie, et c'est vrai qu'avoir une source de diversification à ce niveau-là, que ce soit voilà, via des ETF, des actions, de l'immobilier, que sais-je, hein, je vous avoue que je ne me suis pas encore décidé, mais le fait justement de se diversifier et ne plus être en mode crypto-only, ça pourrait être clairement une solution. Et c'est vrai que en venant de la crypto, ce qui me semble, en tout cas à mon niveau, le plus facile comme transition à faire, ce serait de me diriger vers les actions, vers la bourse traditionnelle, parce que, ok, c'est pas la crypto-monnaie, mais il y a quand même des similitudes, des choses qui se ressemblent. Donc là, ça pourrait être effectivement une source de diversification en ce qui me concerne, mais encore une fois, à l'heure actuelle, c'est absolument pas le cas. J'aimerais en tout cas, si je parviens à Make It, à me diversifier vers ce type d'actifs, clairement. Comment se porte le ICE Alpha L0? Pas trop en PLS avec le peu qu'on mine? Alors la PLS, ça fait longtemps qu'elle a été prise et qu'elle a été digérée, mais non, à l'heure actuelle, ça tourne pour le fun, c'est de l'amusement. Comme je l'ai dit, moi, ça me permet de créer du contenu, ça me permet de faire des choses intéressantes, ça me permet de montrer des choses aux gens. Donc non, vraiment, de mon côté, absolument aucun regret. Si, comme tout le monde, j'aimerais bien que ça mine encore des milliers de coins et que ce soit business to business, mais c'est absolument pas le cas à l'heure actuelle. Donc voilà. Mais pour le coup, c'est absolument sans regret, même si, comme beaucoup, j'aimerais que ce soit un peu mieux que ce qu'on a à l'heure actuelle. Surtout, encore une fois, quand tu vois le prix du halve au moment où je tourne la vidéo. J'aimerais savoir comment tu gères ton équilibre entre création de contenu et vie personnelle, surtout avec un sujet aussi dynamique que la crypto-monnaie. Et pour finir, dernière question, eh bien, je dirais que c'est effectivement pas très simple, hein, et c'est même relativement compliqué parce que, comme tu le dis, hein, la crypto-monnaie, c'est un écosystème qui évolue sans cesse, il faudrait être quasiment éveillé H24, et sur le côté, à côté de ça, il y a effectivement la vie privée, la vie de famille, voir les amis, la famille, les parents, les frères et sœurs, etc., etc. Et c'est vrai que ça peut être très compliqué. Alors, j'essaye vraiment, chose que je ne faisais pas avant, j'essaye vraiment de me mettre des temps limites, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est au restaurant, voilà, je range le téléphone, j'essaye de plus checker, j'essaye de plus répondre, etc., etc. Surtout en vacances, parce que en vacances, on a vite fait de regarder le Twitter, le YouTube, voir un peu ce qui se passe et autres. Donc j'essaye vraiment de m'aménager des plages de temps où je reste en dehors du marché crypto, et honnêtement, il y a des moments où ça fait vraiment du bien, surtout quand on voit que ça part dans tous les sens. Mais il est certain que c'est quelque chose qui est très compliqué, surtout voilà, quand tu es à temps plein dedans. En fait, toute ta vie professionnelle gravite autour de l'écosystème des crypto-monnaies. Et à côté de ça, tu as une vie privée qui, pour le coup, n'est absolument pas dedans, hein. Je veux dire, mes parents n'en ont absolument rien à faire de la crypto-monnaie. Donc c'est vrai que des fois, jongler entre 100% crypto à 0% crypto, ça peut être un peu compliqué. Mais honnêtement, j'y travaille beaucoup parce que par le passé, j'étais tout le temps sur mon smartphone, tout le temps à regarder, à répondre à des messages, etc. Je pense que vous l'avez vu, je suis quand même relativement réactif sur les réseaux. Voilà, c'est quelque chose que j'essaye de réduire, en tout cas de ne plus m'en préoccuper, ne m'en occuper que quand je suis dans certaines façons, mes plages de travail, ou que par exemple je suis tout seul, que j'ai du temps libre et que entre ça ou autre chose, pourquoi pas. Mais effectivement, c'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose de simple à voir. Encore une fois, je pense ça par exemple, c'est un très bon exemple pour le Make It.
je pense que si je parviens à make it, ce serait quelque chose que je réaliserais, c'est-à-dire passer beaucoup plus du temps avec la famille, les amis et profiter de ça et me détacher un peu plus de l'écosystème crypto, d'où encore une fois la diversification vers les ETF et la suite, etc., etc. Voici donc qui termine cette vidéo les amis, je vous remercie énormément pour toutes vos questions qui ont brassé pour le coup extrêmement large. J'ai essayé d'y répondre de façon la plus constructive, la plus intéressante possible, sans absolument aucune chose cachée, sans langue de bois ou autre. J'ai vraiment été totalement transparent avec vous et honnêtement ça me fait plaisir parce que j'ai absolument rien à vous cacher. Si le format vous a plu, comme d'hab, je compte sur vos likes. Si vous avez encore d'autres questions ou par exemple j'ai loupé des questions, j'ai pas répondu, n'hésitez pas à passer par l'espace commentaire. Je me ferai honnêtement un plaisir de vous répondre par message à ce moment-là, plus en vidéo, mais vraiment je le ferai avec grand plaisir, donc n'hésitez pas. En attendant, je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans le marché des crypto-monnaies. C'était Monsieur TK. Ciao les crypto-fans.